Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine, il y a 4 sujets dont j'ai envie de vous parler. D'abord de la motion de censure que nous avons déposée à l'Assemblée nationale et puis je vous parlerai aussi de la duplicité du Rassemblement national sur ce sujet et sur d'autres qui étaient dans l'actu de la semaine à l'Assemblée. Le deuxième sujet dont j'ai envie de vous parler, c'est ce qui s'est passé en commission des affaires européennes où il y avait une proposition de résolution présentée par Clémence Guettet pour rompre l'accord UE-Israël en raison du génocide qui est en cours à Gaza. Et je vous en parlerai en détail. Troisième sujet dont je veux vous parler, c'est de la canicule, parce que comment passer à côté de quelque chose d'aussi, pesant sur nos esprits. Et puis enfin, le dernier sujet dont je veux vous parler, c'est de Betaram et du rapport parlementaire rendu par mes collègues Paul Vannier et Violette Spilbout. Ça fait 4 thèmes, je vais essayer de les traiter un peu rapidement. Et comme toujours, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Et je vous invite aussi à aller lire ces 2 rapports parlementaires que j'ai publié. Le premier sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Vous tapez rapport d'information numéro 974 et vous tombez dessus directement. Le deuxième, c'est sur l'organisation des élections en France. Et là, vous avez notamment une partie sur les sondages qui va beaucoup vous intéresser. Et vous tapez rapport numéro 1479 et vous le trouverez aussi assez facilement. Je commence donc avec mon premier thème qui est la motion de censure qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Alors, pour vous expliquer, c'était une motion qui était déposée par le Parti Socialiste, qui d'un seul coup s'est retrouvé, je ne sais pas quoi, une idée de revenir dans l'opposition. Tant mieux, ma foi, parce que, en fait, si le gouvernement Bayrou est toujours en place, c'est un peu de leur faute, compte tenu du fait que dans toutes les motions de censure précédentes que nous avions déposées, ils n'avaient pas voulu la soutenir, la signer avec nous et la voter, ce qui pose un problème, puisque du coup, le Rassemblement national avait beau jeu de dire que, ah ben non, ils ne peuvent pas voter la censure parce que c'était des motions de censure coup de bouchon, pistolet à bouchon, parce que vu que le PS la votait pas, il n'y avait aucune chance que ça passe. Et nous, on disait au PS, on leur avait dit, mais vous êtes en train de faire un cadeau au Rassemblement national parce que vous leur permettez de s'acheter une peinture d'opposition, alors qu'en réalité, ils sont en plein soutien avec le gouvernement Bayrou. Bah bingo, c'est ce qui s'est passé avec la motion de censure qui était déposée cette fois-ci par le PS. Alors j'explique pourquoi nous, on n'en a pas déposé. C'est qu'on en a trop déposé. Figurez-vous que les parlementaires sont limités par la Constitution de la Ve République dans les motions de censure qu'ils peuvent signer. On peut en signer que 3 par session parlementaire et donc nous les insoumis, comme à chaque fois qu'il y a eu des actes autoritaires qui ont été posés par le gouvernement, on a déposé une motion de censure, et ben là, on avait un peu épuisé notre capacité à déposer des motions de censure. C'est pas grave, on est très content que le PS soit revenu dans l'opposition, enfin fasse semblant d'être revenu dans l'opposition, ou en tout cas ait déposé une motion de censure, parce que ça manquait et c'était un peu eux qui devaient corriger leurs erreurs. Souvenez-vous ce qui s'est passé. Il y a quelques mois, quand Bayrou est arrivé au pouvoir, l'ambiance était plutôt à dégager tous les gouvernements qui se présentaient, en raison du fait que c'est le nouveau Front populaire qui a gagné les élections et en raison du fait qu'on l'a gagné sur un programme d'abrogation de la réforme des retraites. C'était ça, ce qui s'est passé. Tout le monde l'oublie parce que Macron a réussi à endormir tout le monde, mais en réalité, l'ambiance quand on a fait tomber Michel Barnier, c'était ça, et l'ambiance avant que Michel Barnier tombe, c'était ça aussi. C'était Macron qui ne respectait pas le résultat des élections. Donc la question de la réforme des retraites, c'était une question qui est centrale. Et Bayrou avait endormi tout le monde en disant non mais on va faire un conclave et le conclave va discuter de la retraite, blablabla. Et en réalité ce qui s'est passé c'est exactement ce qu'on avait dit. C'est que comme il avait dit Bayrou qu'il fallait un accord entre les organisations syndicales représentantes des salariés et les organisations syndicales représentantes du patronat, ça donnait un droit de veto au MEDEF. Parce que la vraie solution ça aurait été de dire on met les organisations syndicales ensemble et on laisse les salariés et les représentants des salariés décider par eux-mêmes de comment on organise les caisses des retraites. Mais ça apparemment ils n'ont pas trop envie que ça se passe comme ça parce qu'on sait très bien ce qui se passerait si les salariés organisaient eux-mêmes les caisses de retraite. Ça tournerait correctement. On irait prélever la juste part de cotisation sur le patronat. On prélèverait la juste part de cotisation sur les salariés en fonction du niveau de revenu de manière beaucoup plus équitable. Et puis voilà, vous avez un système de retraite qui est équilibré. Et puis il y aurait un dernier truc à faire, c'est augmenter les salaires parce que quand on augmente les salaires, on augmente aussi la capacité à cotiser. Donc vous voyez, si on laissait les salariés se mettre d'accord sur la manière d'organiser les caisses des retraites et si l'État s'en mêlait pas, c'est-à-dire si les députés n'avaient pas décidé de faire passer la question de la cotisation retraite dans le budget de la sécurité sociale voté par les députés et qu'on avait laissé ça aux organisations de salariés, ça tournerait beaucoup mieux. Mais ce n'est pas ce qu'a décidé M. Bayrou. Il a décidé de faire un conclave, alors en reprenant en plus une formule issue de la religion, puisque le conclave c'est normalement là où on élit le pape. Vous savez, c'est là où il y a la fumée blanche qui sort quand on a élu le pape. Bah là, il n'y a pas eu de fumée blanche.
a été une fumée noire-grise, bon, c'était pas clair. Et Bayrou, qui est quand même, faut reconnaître, chapeau l'artiste sur ce plan-là, il n'y a pas d'accord à la fin du conclave, et il dit non mais attendez, il y a des points d'accord minimaux, il y a des points sur lesquels tout le monde était d'accord. Alors je vous donne un exemple de truc qu'il a dit. Il a dit, point qui fait accord, tout le monde est d'accord pour ne pas revenir sur l'âge légal de départ en retraite. Pardon, mais c'est un gros mensonge. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du mois de février ou mars, Bayrou a dit le conclave ne peut pas discuter de l'âge de départ en retraite. Donc du coup, à partir de ce moment-là, FO et la CGT, qui sont les deux organisations syndicales les plus vent debout contre la réforme des retraites, eh ben, ils ont quitté le conclave. Donc oui, d'accord, si vous avez un accord minimal entre les gens qui étaient d'accord de base pour faire la réforme des retraites, c'est pas tout à fait vrai. Parce que les organisations qui restaient n'étaient pas d'accord non plus. Juste, elles ont décidé de dire ok, on continue à parler même si on peut plus discuter de ça. Ce qui, à mon avis, bon, ça pourrait se discuter sur le plan stratégique. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est ça qui s'est produit dans ce conclave. Il n'y avait pas d'accord sur l'âge de départ en retraite. Il y avait juste des gens qui ont décidé de continuer à discuter alors même que Bayrou avait dit que c'était plus un sujet de discussion. Bon, ok, d'accord. Mais Bayrou, eh ben, il a un comportement vis-à-vis des organisations syndicales qui est totalement irrespectueux. Et surtout, il s'est passé exactement ce qu'on avait dit. Le MEDEF avait un droit de veto, puisque c'est le MEDEF au final qui n'a pas voulu signer des accords avec les organisations syndicales. Bref, tout ça est tombé à plat ventre comme c'était prévisible. Bayrou a réussi à tenir jusque-là et à endormir son monde. Donc, c'est pour ça que je vous disais chapeau l'artiste, parce qu'il y en a qui sont tombés dans le panneau. Vous noterez pas les insoumis quand même. Hein. Vous noterez que nous, depuis le début, on a dit que ça allait se passer comme ça. On a dit que le PS était en train de se faire avoir. C'était une certitude qu'ils étaient en train de se faire avoir. Mais passons sur les détails. Toujours est-il que, donc, à l'issue du conclave, le PS a déposé une motion de censure et que nous, évidemment, on va la voter. Nous, on considère que ce gouvernement est légitime depuis le début, donc je vois pas pourquoi on voterait pas une motion de censure. Par contre, ceux qui l'ont pas voté, c'est le Rassemblement national. Et cette fois-ci, ils avaient plus l'excuse de dire que c'était une motion de censure coup de bouchon, pistolet à bouchon, je sais pas quoi, parce qu'en réalité, s'ils avaient voté la censure, le gouvernement Bayrou aurait pu tomber. Donc maintenant, ceux qui votent RN, vous pouvez continuer à faire comme ça si vous le voulez, mais vous avez la certitude d'avoir un parti qui permet à M. Bayrou de tenir et qui sauve le macronisme. Donc vous pouvez prendre les choses par le bout que vous voulez. Nous, quand on vous dit que Le Pen, c'est la version Macron en pire, vous en avez la démonstration. Eux, ils préfèrent Bayrou, Retailleau, Macron à autre chose qui pourrait revenir vers des urnes, revenir vers les élections, reproduire le même résultat, à savoir le nouveau Front Populaire qui gagnerait les élections, ou pire selon eux, la France insoumise qui aurait encore plus de députés. Et alors je peux vous dire que ça serait rock'n'roll pour les salariés et rock'n'roll aussi pour le patronat, mais du dos de panière, parce que alors là on irait chercher l'argent dans les poches de ceux qui en ont beaucoup. Et sur ce sujet-là, eh bien, le Rassemblement national a fait la démonstration de sa duplicité. Mais je vais plus loin, parce que c'était pas le seul sujet qu'on avait dans la semaine. Dans la semaine, il y avait le sujet, je vous en avais parlé la semaine dernière, le sujet des centres de rétention administrative. Je m'arrête un instant sur ça, parce que entre la semaine dernière et cette semaine, je vous ai dit, c'était Facholand. C'était vraiment que des propositions de textes pour interdire les étrangers de se marier avec les Français, de textes pour mettre les étrangers dans des petites bastilles qu'on appelle les centres de rétention administrative où les gens sont placés sur des décisions administratives. Ça, faut bien se rentrer ça dans la tête. Et où on nous a présenté donc ce texte sur les centres de rétention administrative en disant c'est pour enfermer les gens qui sont très très dangereux, vous comprenez, très 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 dangereux. Ah bon, c'est qui décide de qui sont très très dangereux? En fait, c'est le pouvoir administratif, c'est la préfecture qui décide qu'ils sont très dangereux. Ça n'est pas une décision judiciaire et c'est donc une absence de séparation des pouvoirs. Et il y a certaines personnes qui peuvent se dire, parce que c'est vrai que c'est la moulinette médiatique en permanence sur le sujet, il y a certaines personnes qui peuvent se dire non, mais c'est pas faux qu'il y a des étrangers qui sont dangereux et que donc on peut les mettre en centre de rétention administrative pour éviter qu'ils commettent des actes délictuels ou criminels. Pardon, mais si vous pensez ça, ça veut dire qu'il faut faire la même chose pour les Français, parce qu'à ce moment-là, pourquoi on mettrait dans des petites prisons des gens dont on estime qu'ils pourraient être dangereux et qu'on mettrait pas d'autres parties de gens dont on estime qu'ils peuvent être dangereux? Vous voyez bien que c'est une règle qui fonctionne pas. La seule règle qui fonctionne, la seule règle qui soit réellement républicaine, respectueuse de nos valeurs, c'est de dire que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. C'est l'article 6, je crois, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Et que, donc, du coup, eh bien, qu'on soit étranger ou qu'on soit français, c'est pas un sujet. La loi doit s'appliquer de la même manière à tout le monde. Et je signale que les gens qui vous parlent des étrangers en disant, c'est ce qu'a dit quelqu'un du Rassemblement national à un moment donné. Il a dit, les étrangers criminels dans l'avion, les Français criminels en
en prison. Bah pardon, mais la règle voudrait que qui que ce soit qui commette un acte délictuel ou criminel, on applique donc la même règle et que ce soit un étranger ou que ce soit un Français, il soit placé en prison. Parce que si vous envoyez quelqu'un en avion, bah, je suis désolé, mais il n'a pas eu la peine qui est censée être associée à l'acte délictuel ou criminel qu'il a produit. Donc, vous voyez que sur ce sujet-là, il y a une manière de traiter les étrangers qui vise à faire penser que les étrangers seraient davantage dangereux que les autres. C'est pas vrai. Si vous regardez l'ensemble des enquêtes criminelles sur ce sujet, c'est faux. Mais c'est facile de dire ça. Et c'est pour ça que je veux insister dessus. Parce que le Rassemblement national ne fait que ça. Il passe son temps à essayer de nommer des boucs émissaires, de dire que le problème, c'est les étrangers. Monsieur Retailleau fait pareil. Alors, Monsieur Retailleau, il a un carré magique. Il fait un coup les Algériens, un coup les étrangers en général, un coup les musulmans, et puis un coup les insoumis, puis ensuite il tourne dans un autre sens. Mais à chaque fois, c'est toujours de la faute des mêmes le problème. Franchement, je sais pas, mais rappelez-vous de vos cours d'histoire. Enfin, vraiment, mettez-vous en condition, souvenez-vous de quand on vous a appris en cours d'histoire que quand il y a des pouvoirs qui essayent de nommer des boucs émissaires, c'est jamais très très bon et qu'en général, c'est pour protéger ceux qui ont beaucoup d'argent du fait de partager la richesse. Parce que là, on est dans un moment où il y en a qui se sont gavés comme jamais, mais alors vraiment gavés comme jamais, et où l'essentiel de la population peine, tire la langue, et où il y a une partie de la population qui fait l'effort collectif dont il y a besoin, et où il y a une partie de la population, les très très riches, qui ne font pas l'effort collectif dont il y a besoin. Et si des gens pointent sans arrêt, ou les étrangers, ou les Algériens, ou les musulmans, ou qui vous voulez d'une manière générale, quand des gens pointent des boucs émissaires, méfiez-vous de ces gens-là. Méfiez-vous de ceux qui vous invitent à détester une partie de la population. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas détester les gens pour ce qu'ils sont. Vous pouvez avoir des critiques à formuler sur les gens pour ce qu'ils font. C'est ce que nous faisons, nous. Nous disons les riches qui accumulent de la richesse, c'est un problème. Mais c'est pas un état de fait. C'est pas des gens qui sont riches par nature. C'est des gens qui sont riches parce qu'ils décident d'accumuler de l'argent et qu'en plus, ils agissent. Ils appellent Monsieur Macron et tout en disant « Ouais, quand même, attention, les impôts, là, dis donc, on voudrait bien que vous supprimiez l'ISF, Monsieur Macron. » Et vous voyez comment, eh bien, ce pouvoir politique a protégé les riches. Et quand vous protégez les riches, eh ben, il faut bien trouver des responsables à la situation, donc vous dites c'est les étrangers. C'est jamais la faute du gouvernement, vous remarquerez. Hein. Le gouvernement, il fait tout bien, mais alors, par contre, les étrangers, eux, ils sont responsables de tout le mot. Et c'est pour ça que je vous dis que le Rassemblement national est un parti qui vous dupe, parce que ni il ne vote la censure du gouvernement de François Bayrou et d'Emmanuel Macron, ni il ne propose des solutions qui seraient des solutions qui sont bonnes pour tous. Non, il vous invite juste à détester les étrangers et vraiment regardez vos cours d'histoire parce que c'est déjà arrivé dans le passé et c'était pas des gens très recommandables qui faisaient ça. Deuxième sujet dont je veux vous parler, c'est de cet accord d'association UE-Israël qui existe depuis plusieurs années et que nous, les Insoumis, nous appelons à rompre depuis quelques mois, quelques années, nous aussi, parce qu'on ne peut pas admettre qu'il y a un accord d'association entre l'Union européenne et Israël, alors même que le gouvernement de Netanyahou est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est pas possible d'admettre ça. Vous pouvez pas être amis, alliés avec un pays qui commet un génocide. Ça n'est pas acceptable de faire ça. Donc nous, on dit depuis plusieurs mois qu'il faut rompre l'accord d'association UE-Israël. Il y a un certain nombre d'autres mesures. La reconnaissance par notre pays, la France, de l'État palestinien. Ça serait une aide assez forte pour le peuple palestinien. Il y a l'arrêt des livraisons d'armes ou de pièces qui servent à alimenter des armes, parce que ça, c'est les dockers de Marseille au final et de Fos-sur-Mer qui s'en sont occupés, mais l'État français, lui, il n'a pris aucune décision sur le sujet. Donc il y a un certain nombre de mesures. Mais en tout cas, vous savez que les Insoumis ont porté à l'Assemblée nationale, par la voix de Clémence Guettet, la rupture de cet accord d'association UE-Israël. Ça a été fait dans une commission très officielle de l'Assemblée nationale, qui est la commission des affaires européennes. Et nous, les Insoumis, on est allés jusqu'au bout de la démarche en utilisant tous les moyens légaux à notre disposition. Eh bien, en commission, et ils ont décidé de voter contre la rupture de cet accord d'association et se sont mis d'accord EPR, c'est-à-dire le mouvement d'Emmanuel Macron, toute la Macronie de manière générale, ils étaient ensemble, LR, c'est-à-dire le parti de M. Retailleau, et le RN, le parti de Mme Le Pen. Ils se sont mis tous d'accord, là, voilà, pour ne pas rompre l'accord d'association UE-Israël, donc vous savez qui sont les responsables. Mais ils sont allés plus loin, ils ont fait pire que ça. Ils ont, en plus de ça, voté contre
une résolution qui proposait de soutenir les démarches de la Cour pénale internationale pour arrêter les criminels de guerre suspectés et les criminels contre l'humanité suspectés. En l'occurrence, en l'état, M. Netanyahou, qui est poursuivi par la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que des députés, alors même que la France est signataire des conventions sur le sujet de la Cour pénale internationale, des députés, la majorité de LR et du RN se sont associés pour dire que la France, désormais, ne respectait pas les décisions de la Cour pénale internationale. C'est vraiment une honte absolue. Et franchement, je ne sais pas s'il y a des gens de droite qui sont encore là en train de m'écouter, mais si vous êtes de droite et que vous étiez de droite au moment de Jacques Chirac, où Jacques Chirac était président et où Dominique de Villepin était président, franchement, posez-vous des questions sur ce qu'est en train de devenir la droite. Parce que là, ils sont en train de ridiculiser la France à un niveau où, honnêtement, moi, enfin, je ne voudrais pas être de droite dans cette période-là. Troisième sujet dont je veux vous parler, c'est de la canicule, parce que alors là c'est difficile de passer à côté, mais alors franchement il fait bien chaud, et justement ça va faire le lien avec les sujets précédents. D'abord parce que désormais, parce qu'on n'a pas écouté ceux qui lançaient l'alerte, ceux qui disaient qu'il fallait agir, lutter contre le changement climatique, aujourd'hui le changement climatique il est là. Alors, bingo, on ne peut plus rien y faire. On peut essayer de limiter les effets, on peut essayer d'arrêter les émissions de gaz à effet de serre, mais quand vous voyez les immenses data centers qui sont prévus d'être construits dans des zones très rurales d'ailleurs, mais quand vous voyez la consommation d'énergie que ça représente, on a l'impression que vraiment... Enfin, personne n'a compris l'ampleur du problème. Mais bon, admettons, on va continuer avec le capitalisme heureux, et puis à la fin, comme ça, le capitalisme heureux va tous nous tuer, vu que c'est la pente qu'on est en train de prendre, puisqu'on ne fait rien sur la lutte contre le changement climatique. Donc le premier truc, c'est qu'il aurait fallu agir avant, qu'on peut toujours agir et essayer de limiter les effets du changement climatique, mais désormais, il est là. Et je pense que tout le monde s'est bien rendu compte cette semaine qu'il était là, parce qu'il y avait un grand nombre de départements placés en vigilance orange et même en vigilance rouge canicule. Donc là, on a atteint des températures et surtout une non-baisse de la température la nuit, c'est-à-dire une température qui se maintient très très fort, qui était assez exceptionnelle. D'ailleurs, certains ont ressorti les vidéos de Evelyne Delia qui présentait la météo en 2000, je sais plus combien, 2004 ou un truc comme ça, en disant « Ouh là là, en 2050, il y aura des températures considérables ». Bah bon sang, on les a atteintes en 2025, les températures considérables. Donc en 2050, ça va être vraiment catastrophique. Mais ce ne sera pas faute de ne pas avoir lancé l'alerte. Par contre, il y a un truc qu'on peut faire. C'est-à-dire, on ne peut plus limiter le changement climatique. Par contre, on peut essayer de s'adapter au changement climatique. Et là, il y a plein de mesures qui peuvent être prises, mais encore une fois, il faut les prendre maintenant. Si vous plantez un arbre, le temps qu'il pousse, pour être un arbre qui fait à la fois de l'ombre et qui permet par son évapotranspiration, s'il vous plaît, c'est-à-dire le fait que l'arbre transpire, de rafraîchir l'air, ben, si vous voulez que ça soit plus efficace, vous le plantez maintenant, il aura poussé, il fera plus d'évapotranspiration et il fera plus d'ombre dans quelques années. Donc vous voyez, c'est des choses qu'il faut prendre maintenant. Mais je vais plus loin. Se préparer aux effets du changement climatique, ça veut dire sur plein de sujets. Ça veut dire sur la manière dont on construit les bâtiments pour faire en sorte qu'ils soient mieux isolés, qu'ils soient à la fois plus chauds l'hiver et plus frais l'été. Ça veut dire préparer des installations qui sont capables de résister à des orages qui vont être des orages de plus en plus violents, qui peuvent détruire des routes, qui peuvent détruire des voies ferrées, qui peuvent détruire des installations électriques, bref, qui peuvent être très impactants en termes d'activité. Et je vous avais dit, je crois, la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, mais là, on était en train de parler de la reconstruction de Mayotte. Ils ont pris aucune mesure pour dire on reconstruit en se préparant à un prochain cyclone. Donc c'est complètement lunaire comme décision. Tout ça est globalement ridicule et mal géré. Et puis en plus, je vais plus loin. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu Jean-Luc Mélenchon dire. Et si vous ne l'avez pas entendu, je vous le dis pour que vous ayez ça en tête. Le changement climatique rend plus difficile la prévisibilité de l'action politique. Bah oui, je vous disais tout à l'heure, si vous avez des orages qui détruisent les voies ferrées, ben si vous avez décidé, on met tous les camions sur des rails, comme c'est dans notre programme, tous les camions qui sont censés traverser la France, nous ce qu'on veut, c'est qu'on les fasse passer sur des rails pour éviter qu'ils polluent, pour agir, pour lutter contre le changement climatique. Mais si vous faites ça et que tous les 4 matins, il y a un orage qui vous détruit la voie ferrée, bah, autant pisser dans un violon, c'est le même résultat. Donc il faut se préparer à avoir des installations qui sont capables de résister à des événements climatiques extrêmes, parce que non seulement il va y en avoir de plus en plus, mais en plus ils vont être de plus en plus violents. Donc si on s'y prépare pas maintenant, eh ben, on va encore courir après le changement climatique en étant là, en disant « Oh bah désolé, on avait construit ça il y a 10 jours, mais c'est détruit. » Ah oui, mais enfin c'est un peu ridicule si vous voulez bien y réfléchir 2 minutes. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est en lien avec le sujet du budget qui va
va arriver devant l'Assemblée nationale. Ben oui, si on veut faire face aux effets du changement climatique, il va falloir faire plus que juste réduire le déficit. Il va falloir dégager des marges de manœuvre. Or, pour faire ça, il faut que ceux qui se sont gavés, et qui polluent d'ailleurs plus que les autres, parce que les riches, c'est les plus grands pollueurs de l'humanité, eh ben, il faut que ceux-là, ils payent leurs dettes et économique et leur dette climatique, parce que ça commence à bien faire. Donc à un moment donné, il va falloir aller les attraper, comme ça, au sens figuré du terme bien sûr, les attraper fiscalement et leur faire payer leur juste part d'impôt. On les attrape fiscalement, on secoue bien, et il y a toutes les pièces d'or qui vont tomber, et avec les pièces d'or qui vont tomber, eh ben, on va faire des choses qui sont utiles pour l'ensemble de l'humanité, pas seulement pour notre pays, je dis bien, hein, je précise, on va aller chercher les riches de notre pays pour leur faire payer leur juste part d'impôt, pour faire en sorte qu'on vive bien dans notre pays, mais aussi pour qu'on améliore le sort de l'humanité tout entière et que la France prenne sa part de l'amélioration du bien-être de l'humanité tout entière. Parce que si on continue à se penser comme autre chose qu'une humanité une et indivisible, eh ben, on n'arrivera pas à faire face aux effets du changement climatique et on va tous mourir. Alors c'est vrai que c'est pas mal, on se rendra compte qu'on est égaux dans la mort, mais moi je préférerais qu'on se rende compte avant et qu'on reste égaux dans la vie. Ça me semble être une solution qui est plus efficace. Voilà en tout cas ce que je veux vous dire sur le sujet. Je termine de mon dernier point qui est l'affaire Betterham, parce que ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu la commission d'enquête qui s'est mise en place et la commission d'enquête a fini son travail et rendu son rapport. Et là, il y a quand même quelque chose qui doit alerter. C'est que un député insoumis, Paul Vannier, qui est mon camarade, qui est d'ailleurs dans le bureau d'en face, Paul, je l'adore, vraiment. Paul, c'est vraiment un député exceptionnel. Et puis Violette Spilbout, qui est une députée macroniste. Alors, je ne la connais pas, mais je trouve qu'ils ont fourni un travail tous les deux qui est assez formidable. Leur rapport pointe la responsabilité de François Bayrou dans l'inaction vis-à-vis des violences à Betterham. Mais aussi, il y a des articles de Mediapart qui sont sortis là, à l'instant sur une autre structure scolaire pendant qu'il était ministre de l'Éducation. Donc, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Ça commence vraiment à bien faire que Monsieur Bayrou, comme ça, continue à être là sans qu'il se passe rien et sans que les mensonges qu'il a tenus devant l'Assemblée nationale soient sanctionnés par des décisions politiques. Je veux dire, on avait l'occasion en début de semaine de sanctionner Bayrou par une motion de censure. Ça devrait entrer en ligne de compte parce que les députés du Rassemblement national, ils peuvent pas faire comme s'ils savaient pas. Vu que avant que le rapport soit publié, le rapport il a été publié le lendemain de la date de la motion de censure. Mais avant que le rapport soit publié, nous les députés, on a la possibilité d'aller consulter le rapport, d'accord ? Les députés qui sont membres de la commission d'enquête, ils peuvent consulter le rapport justement pour voir s'il n'y aurait pas des données sensibles. Donc ils savaient très bien, les députés du Rassemblement national, que le rapport, il pointait la responsabilité de François Bayrou. Bref, c'est un gros rapport avec 50 recommandations dans lequel il y a pas seulement les éléments qui concernent M. Bayrou, mais il y a aussi un grand nombre de recommandations sur l'usage de l'argent public, notamment dans les écoles, collèges et lycées privés, parce que alors là c'est la grande gabegie financière de l'argent public, où on regarde jamais si les règles de l'État sont respectées, où on a l'impression qu'il y a une forme d'impunité quand les règles ne sont pas respectées, et ça c'est pareil, ça commence à bien faire. Tout le monde doit respecter la loi de la même manière, qu'on soit dans l'enseignement public ou qu'on soit dans l'enseignement privé confessionnel, et en particulier catholique, parce que alors ça c'est l'autre grande démonstration du rapport, c'est que quand il y a un collège ou lycée musulman, qui est le lycée Averroès, et ben alors là, la terre entière lui tombe dessus de l'administration de l'État. Mais alors par contre, quand il y a des gens qui ne respectent pas la loi dans l'enseignement catholique, tout le monde s'en fout et il y a une forme de, je sais pas, de nonchalance de l'administration de l'État. Et encore, je dis nonchalance pour être sympa, parce que la vérité, c'est qu'on a plutôt l'impression qu'ils ferment les yeux et que bon, on fait comme si on n'avait pas vu, quoi. Non, ça c'est plus possible, ça commence à bien faire. Et maintenant, il est temps que l'État fasse respecter la loi et qu'il la fasse respecter aussi aux collèges et lycées et écoles qui sont confessionnels. Voilà ce que je voulais vous dire pour la semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Déjà parce que comme ça vous recevez les notifications. Ensuite parce que ça aide la vidéo à monter dans les tendances. Et puis enfin parce que c'est un outil qui nous permet d'avoir une expression autonome du système médiatique traditionnel. Et ma foi, quand on voit comment le système médiatique traditionnel nous tape dessus alors qu'on essaye juste de faire notre boulot correctement, eh bien, je dis soyons autonomes dans nos moyens de communication. Aidez-nous à faire ça, abonnez-vous et partagez les vidéos, ça aide vraiment. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Allez, à la semaine prochaine.